Je crois que finalement, en 18 mois, le groupe Figaro a autant changé qu'au cours des 10 dernières années. Dans les faits peut-être structurants et extrêmement rapidement, on a premier asset de la marque, et c'est un asset socle, c'est la marque Figaro. Et au cours des 18 derniers mois, la marque Figaro, on a à la fois lancé Almaviva, donc de la presse, avec un magazine très haut de gamme. On a lancé Figaro Entrepreneur, donc sur la partie quotidienne. Et en même temps, on a digitalisé comme jamais cette marque, puisqu'on a lancé une nouvelle application et c'est devenu une marque globale avec 18 millions de visiteurs uniques. C'est la première marque digitale en France. Très largement d'ailleurs au-delà de sa partie news ou pas news. Donc ce que je trouve assez magique dans la marque Figaro, c'est comment on est passé d'un quotidien à un peu plus de 300 000 exemplaires à une marque globale au total avec 21 millions de lecteurs. Donc ça c'est la magie de la marque Figaro. Le deuxième gros chantier, ça a été un énorme développement du groupe sur des métiers qui étaient moins les métiers socles. Donc l'acquisition du groupe CCM Benchmark avec de grandes marques pure player comme Journal des Femmes, L'Internaute, Journal du Net, l'acquisition de Viadeo récemment, donc une grande empreinte sociale maintenant dans le groupe parce qu'on avait aussi Copains d'avant, et puis l'acquisition de Maison du Voyage, et là on a franchi un cap qui est d'aller sur une entreprise et beaucoup plus sur un univers d'e-commerce. Donc quand on voit cette transformation profonde du groupe, on imagine assez bien que la régie se devait aussi de revoir son modèle et de repenser son modèle. Et en fait le modèle de la régie, là où il se transforme, c'est qu'on a une conviction, c'est qu'on croit qu'on est dans un monde maintenant d'ultra spécialisation avec les spécialistes de la data, les super spécialistes de la production de contenu, le super spécialiste du social, le super spécialiste du média presse. Et en fait, nous, on est convaincus que maintenant, on est à l'ère de l'intégration. Donc ce qu'on a voulu construire avec Média Figaro, c'est cette capacité à intégrer ce qu'on appelle tout le funnel de conversion, de la désirabilité, et ça c'est vrai que c'est très porté par la presse, parce que c'est la presse qui fait ce travail de prescription, de valorisation, jusqu'à la performance avec l'entité CCM Performance, où là on est sur de la garantie de lead, de clic, de trafic. Donc intégrer tous ces métiers avec 4 grandes compétences. La première compétence, c'est connaître nos audiences. Nous, on est champion de la connaissance de nos audiences au travers des contenus. La deuxième compétence, c'est évidemment connaître toute l'architecture des points de contact nécessaires pour aller chercher ces audiences, donc c'est le média. Le troisième terrain de compétence pour nous, c'est le storytelling. Comment est-ce qu'on fait pour engager les gens en leur apportant de la richesse au travers du contenu sur les marques. Et puis la quatrième compétence, c'est la performance, parce que évidemment, on croit qu'aujourd'hui, c'est une compétence qu'il faut avoir pour que justement ce cercle vertueux soit complet. Je crois qu'il faut souvent beaucoup de bon sens avant d'aller chercher des études dans tous les sens. Et je crois que le premier bon sens, c'est de voir comment se sont construites les marques dans le temps. Les marques dans le temps, d'abord, elles ont cherché souvent à rentrer en contact avec les audiences. Et la meilleure façon pour elles de rentrer en contact avec les audiences, c'était de le faire au travers de très grands médias. La télévision, la radio, la presse évidemment. Et ces grandes marques médias, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Bien sûr de la puissance, mais surtout une très grande force contextuelle qui a valorisé l'attention portée aux marques et la confiance générée par ces marques sur les produits. Et aujourd'hui, on a l'impression que, alors que le média digital devient le premier média français, et bien sur le digital, ça, c'est pas important. Et on nous dit, mais est-ce que vous avez une étude qui le prouverait? Oui, c'est un peu l'étude du bon sens, mais l'étude qui le prouve, moi je pense qu'il faut toujours revenir à des expériences personnelles. Je vais vous donner un exemple. Quand je discute avec des marques de luxe, ou d'ailleurs pas tellement, mais quand je discute avec des marques, et je leur demande toujours, mais pourquoi vous avez une boutique dans une rue, et pourquoi dans cette rue, à côté de vos confrères? Et elles me disent, mais c'est hyper important parce que ça positionne ma marque, c'est important pour son statut, ça la positionne, et puis une boutique, c'est une expérience. Mais je leur dis, mais si vous voulez toucher juste des CSP+, venez pas rue de Passy ou rue de Longchamp. Pourquoi vous ne prenez pas un corner dans un grand distributeur qui est à Auteuil? Parce qu'au fond, le public va être le même. Oui, mais l'expérience, pas du tout. Et en fait, le contexte, c'est ça. C'est l'attention, c'est la confiance et c'est l'expérience. Alors, si on dit que tout ça, ça sert à rien, je suis perplexe sur l'avenir des grandes marques. Je crois que ce qu'on peut vraiment dire, c'est que les marques ne se sont jamais construites sur des taux de clics. Et qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Parce que quand on parle de KPI, on parle surtout de ce type de KPI-là. Et je crois qu'on occulte les KPI importants de construction de marques et de la pérennité des marques se construit là-dessus.
On entretient, comme d'ailleurs tous les groupes, non pas les groupes médias, mais les grandes marques, parce que nous sommes nous-mêmes un groupe qui manage des marques, une relation complexe avec les GAFA, parce que nous sommes à la fois clients, fournisseurs, donc on a tous ce rapport un peu complexe. Maintenant, je crois que moi, ce qui va se passer dans les années à venir, et ça a déjà commencé, c'est une scission dans les stratégies de communication. Il va y avoir d'un côté, ce que l'on a déjà noté, une communication sur les plateformes, où là ce que l'on recherche, c'est un contact à moindre coût. Et là, il va falloir quand même deux choses. Il va falloir mesurer à quoi ça sert et savoir quelle part on alloue à ce type de contact. Et puis de l'autre côté, des contacts qui vont être qualifiés, qui vont être contextualisés et qui vont générer de la valeur, de l'attention, de la confiance. Et ça, c'est ce que font depuis toujours les grands médias. Et sur le digital, les grands médias sont extrêmement puissants. La menace, elle vient du fait que nous vivons dans une ère de la post-vérité. Et donc, on ne dit pas tout. En fait, on dit qu'on veut un monde plus transparent, mais finalement, on ne l'exige pas des GAFA. Vous voyez, moi, toute la journée, je m'engage sur des taux de visibilité, des taux de complétion en vidéo, sur comment est construite ma data, d'où elle vient. Mais en fait, on ne demande pas ça aux GAFA. Donc moi, je suis toujours un peu perplexe de savoir que les GAFA disent que leurs taux sont pas bons, mais finalement, c'est pas grave. On a des fake news, mais finalement, ils sont pas responsables, alors que nous sommes responsables de absolument tout ce que nous publions. Donc finalement, je trouve qu'on n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ça, je trouve que ça rend le marché opaque, et c'est ce qui crée une certaine défiance. Et c'est dommage parce que le digital mérite d'être un grand média de confiance. Il y a les experts de la data, d'ailleurs qui font que ça, complètement décorrélés du contenu. Il y a les experts du contenu qui peuvent aussi faire que ça, et puis il y a les groupes qui se positionnent comme des experts de contenu et de data. C'est notre cas, parce qu'en fait c'est le contenu qui génère notre data. La data, tout le monde en fait aujourd'hui, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est quel type de data, quelle granularité, et surtout, qu'est-ce qu'elle nous permet d'apprendre sur les gens. Donc je vais prendre un exemple dans l'automobile. Aujourd'hui, de la data homme 25-49 ans, intentionniste automobile, tout le monde l'a. Par contre, savoir quel style de vie cette personne a. Donc nous, on est beaucoup dans la recherche de l'human planning. On croit que maintenant, on est dans la recherche des styles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime faire? Si je prends ce fameux homme de 25-49 ans, qu'est-ce qu'il aime faire? Quel style de vie il a? Qu'est-ce qu'il va consommer comme type de contenu? Et c'est par ce biais-là qu'on va aller le chercher, et pas simplement parce qu'il est allé sur un moteur de recherche pour comparer des taux sur l'automobile. Parce que ça ne suffit pas. Et ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est qu'il y a finalement, au fond, pas tellement de différence entre la navigation d'un homme et la navigation d'une femme, entre quelqu'un de 30 ans et quelqu'un de 45 ans. Donc on voit bien que ces deux critères, qui pourtant ont construit le média planning, ne suffisent pas. Et c'est là que nous, on est convaincus que la richesse de notre contenu et les 100 sites verticaux que nous avons, parce qu'on a 13 grandes marques, mais 100 sites à l'intérieur des marques, c'est ça qui donne la granularité de la data, et c'est la granularité de la data qui sert les marques et qui fait la différence. Juste pour avoir un ordre d'idée, on poste 130 vidéos par jour sur nos sites et on publie 700 articles. Donc en fait, déjà du contenu pour générer de la data, on n'a pas tellement ce type de problème-là, mais pour des annonceurs, il nous est arrivé de produire du contenu pour aller qualifier certains segments de data où on voulait rechercher des informations particulières sur les consommateurs d'une marque. Et en fait, en produisant ce contenu qui a généré un certain type de data, ça a amélioré nos segments et ça a amélioré les performances, alors là pour le coup de KPI et en l'occurrence de lead. Donc c'est ce qu'on appelle nous le système de la brandformance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on oppose d'un côté le branding, donc des campagnes qui feraient de la notoriété mais qui ne serviraient à rien, et de l'autre côté des campagnes de performance qui feraient du clic mais qui ne serviraient pas à la notoriété. Ça aussi, on croit que c'est un clivage complètement révolu, et qu'au contraire, il faut des modèles qui combinent les deux. Et le contenu et la data, c'est ce que ça fait, du brandformance. Le retour à la raison. Je crois que 2017 sera l'ère de la vraie vérité et pas de la post-vérité. Je pense qu'aujourd'hui, les agences médias en prennent conscience. Quand je vois beaucoup d'entre elles qui créent des places programmatiques premium, je pense que c'est un retour à la réalité, un retour à la qualité sur le digital, comme on l'exige de n'importe quel autre média. Le digital ne doit pas être un média sur lequel on tolère du médiocre.
sur lequel on tolère d'être exposé, mais de manière non contextuelle et non brand safety. Je crois que les marques reviennent à la raison et les agences font beaucoup de travail là-dessus. Le deuxième sujet, je crois qu'enfin, il est temps de passer à des stratégies de marque globale et pas de nous acheter en silo. D'un côté, les titres de presse et de l'autre côté, le digital du Figaro. Je crois que quand on a 21 millions de contacts, il faut les acheter comme ils sont, c'est-à-dire un individu multitouché.